Eh bien, bonjour à tous, c'est Graven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live où on va tenter ensemble de créer un jeu avec le langage Python. Ça va être un live qui va durer un petit peu de temps, voilà. Et puis après, l'idée, c'est d'en faire une vidéo pour la chaîne YouTube avec directement ce contenu un petit peu plus se découper si on voit qu'il y a des trucs à ajuster, etc. Donc moi, pour ma part, je vais utiliser le langage Python avec la bibliothèque Tkinter qui permet de créer des interfaces graphiques assez facilement. Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça plus en détail, notamment avec Pygame, PQT ou d'autres. Mais là, Tkinter gère assez bien la notion de grille, donc pour créer un jeu de morpion, ça va être relativement simple pour nous. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, moi, je vais utiliser le logiciel PyCharm. On peut utiliser VS Code ou autre chose, hein. Et je vais créer un nouveau projet. Alors là, le projet, il va s'appeler Tic-Tac-Toe, qui est le nom en fait du morpion finalement. On peut utiliser l'environnement de Python par défaut, on peut créer un environnement virtuel. Pour ma part, c'est ce que je vais faire parce que du coup sur Mac, il y a certaines libs qui vont mal être appliquées lorsque je vais les download avec pip install. Donc je vais partir sur l'environnement virtuel ici. Voilà, donc là le projet est en train de se créer. Je vais ouvrir ici et dans Tic-Tac-Toe, je vais avoir mon virtual env là que j'ai créé. Et je vais me créer un nouveau fichier Python, Python file, qui va s'appeler main. Je peux l'appeler aussi game si j'ai envie. De toute façon, on va essayer de faire tenir tout ça en un fichier. Le but, c'est pas de rajouter de l'orienté objet et de complexifier le cas. On va essayer de faire un jeu simple avec des notions basiques, comme disait Orelsan. Donc, première chose, on va importer Tkinter en début de fichier. Donc, on va faire import Tkinter, comme ceci. Et une fois qu'on a importé Tkinter, on va tenter de se créer la fenêtre du jeu. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va se créer une variable qui va s'appeler soit fenêtre, soit window, ou encore, plus couramment, root, parce que c'est la fenêtre à la racine du jeu. Donc root, c'est égal à tkinter.tk, comme ceci. Donc ça me permet de créer une nouvelle fenêtre de jeu. Et pour l'activer, pour l'afficher, on va faire juste root.mainLoop. Comme ceci. Et je vais lancer le programme. Voilà, donc là quand j'ai lancé, vous voyez que j'ai une petite fenêtre qui apparaît avec marqué TK, donc vraiment le truc basique pour l'instant. Ça va être du jeu 1v1 ou 1 vs ordi. Ça va être un jeu en 1v1, donc à chaque fois ça va dire c'est le tour du joueur O ou c'est le tour du joueur X par exemple. On va faire un truc un peu simple. On va pouvoir maintenant faire la deuxième étape, ça va être bien sûr de personnaliser cette fenêtre. On va déjà changer son nom pour mettre le nom du jeu. Donc là je vais mettre ici root.title. Et le titre du jeu, ce sera le jeu du morpion ou tic-tac-toe. Comme ça. On peut aussi changer les dimensions par défaut, puisque vous le voyez, c'est une toute petite fenêtre. Il faudrait au moins qu'on ait du 500 par 500 pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc ce que je peux faire, il y a plusieurs moyens de créer les fenêtres. Je peux par exemple faire root.minsize pour lui fixer une largeur et une hauteur minimum à cette fenêtre. Donc si je mets 500,500, et ben lorsque je vais redémarrer le programme, je vais avoir une fenêtre beaucoup plus grande, comme ça. Donc là, c'était un peu l'étape de personnalisation de la fenêtre. Ok. Et maintenant, sur cette fenêtre, on va tenter de créer la grille du jeu. Donc ça, c'est la deuxième étape du tuto. Donc pour créer une grille, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on met dans cette grille. Donc vous savez, le jeu du morpion, comment ça fonctionne. On a 9 cases, donc 3 par 3. Et le but, c'est de cliquer sur une case pour placer un symbole, soit une croix, soit un cercle. Donc ce que je vous propose de faire carrément, ça va être déjà de placer un premier bouton sur cette interface. Donc pour ça, je vais créer carrément une fonction, parce que je vais éviter de tout mélanger dans le même code ici. Je vais essayer de créer des petites fonctions pour dessiner la grille, pour checker la victoire, etc. On va l'appeler drawGrid, comme ceci. Et là, le but de ce code, ça va être vraiment de dessiner la grille du jeu. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé Tkinter, déjà avant de dessiner une grille, on va essayer de mettre un élément. Donc on peut faire simplement notre élément qui sera un bouton. On va faire une grille de 9 boutons, 3 boutons par 3 boutons. Donc je vais créer ici button qui sera égal à tkinter.button. Comme ceci. Donc là, je crée un nouveau bouton. Et dans les parenthèses, je vais devoir dire à quel endroit je le mets. Donc là, ce sera dans la fenêtre root. Donc ça, c'est pour dire ce bouton appartient à cette fenêtre.
Donc ce bouton, on va pouvoir l'ajouter, l'empacter dans la fenêtre, parce qu'on ne peut pas juste dire tu es dans la fenêtre, il faut aussi l'empacter. Donc si je fais un button.pack, et bah après avoir créé le bouton, on va pouvoir l'injecter dedans. Parfait. On va essayer d'appeler ce drawGrid pour l'instant. On va pas le faire après le main loop, sinon ça va pas s'activer. On va le faire après la personnalisation de la fenêtre. Juste ici. drawGrid. Parfait. Allez, essayons. Je redémarre. Et voilà, j'ai un premier petit bouton qui est juste là. Donc là, vous allez me dire, Graven, c'est super, mais là, tu as mis un seul bouton. Nous, on veut créer une grille de 3 boutons par 3. Alors, on pourrait très bien faire un copier-coller de ça 9 fois pour avoir nos 9 boutons. Le problème, c'est que du coup, c'est méga répétitif. Et en réalité, pour créer une grille, on va plutôt utiliser un système de lignes et de colonnes. Donc pour ça, au lieu d'utiliser le point pack, on va pouvoir utiliser le point grid, qui va nous permettre de dire à quel endroit on veut placer notre bouton dans une grille qu'on aurait imaginée. Donc par exemple, je peux mettre ici le numéro de ligne et ici la colonne. Donc ça, c'est le principe même. Si par exemple, je mets ici un bouton, 2 boutons, 3 boutons, et qu'ils sont tous sur la même ligne, mais qu'ils sont chacun à une colonne différente, bah, en fait, ce code, ça va créer 3 boutons côte à côte, tout bêtement. Parce qu'ils sont à la ligne 0, mais ils ont chacun une colonne différente, la 0, la 1 ou la 2. Donc voilà, ça c'est le principe de base de la création de grilles. Donc même si chez vous, vous avez envie de créer un autre jeu qui reprend ce principe de grillage, vous pouvez utiliser Tkinter dans ce cas précis. Donc là, on a une ligne, mais nous, on veut 3 lignes. Donc comment on va faire? Eh bien, on va répéter ça 3 fois. Et à chaque fois, on va changer juste le numéro de la ligne. Mais comme on est en programmation et qu'on n'aime pas se répéter, eh ben, on va faire une boucle. Donc c'est parti. On va essayer de comprendre ce principe de boucle. C'est une première partie un peu complexe dans le tuto, mais on va essayer d'y aller. Donc le but, ça va être de répéter ça 3 fois. Pour répéter les choses en programmation Python, on va utiliser la boucle for, qui va s'appeler for i in range 3. Donc ça permettra de répéter 3 fois ces instructions ici, qu'on va retrouver là. Bien évidemment, pour les personnes qui n'ont jamais fait de Python, il y a des choses qui vont vous paraître un peu absurdes, mais je vous invite à aller voir mes vidéos qui traitent de ce sujet ou de vous documenter sur Internet, parce que si vous ne maîtrisez pas les boucles, les variables, les conditions et tout ce genre de choses, bah, vous risquez d'être handicapé plus par la syntaxe que par la compréhension du code. Donc, ça se répétera 3 fois. Le problème, c'est que si on répète ça 3 fois, bah, ça se met 3 fois à la même position. Là, ce qu'on va changer à chaque fois, c'est la fameuse colonne. Donc la colonne, ça va prendre la valeur du tour de boucle actuel. Donc au début, i c'est égal à 0 au premier tour, puis ce sera à 1, puis ce sera à 2. Ok, on a dit que ça se répétait 3 fois, donc ça va faire 0, 1, 2. Et ce fameux 0, 1, 2, ce petit numéro du tour de boucle, on le récupère avec cette lettre i. Donc j'ai juste à mettre à la place de colonne i, tout bêtement. Et lorsque je vais redémarrer mon programme, je me retrouve avec le même résultat, sauf que là, bah, ça s'est fait automatiquement. Si vous essayez de mettre, par exemple, 10, et bah, vous aurez 10 boutons sur la même ligne. Donc là, vous venez de faire une première ligne de manière répétitive. Maintenant, l'objectif, comme on veut faire du 3 par 3, ça va être, par rapport à ce code, de répéter encore 3 fois l'instruction de créer une ligne. Donc je refais une boucle dans la boucle, que je vais appeler J, in range 3, et je mets ce code. Donc là, à la place de 0, je vais mettre J, et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va répéter 3 fois le fait de créer 3 boutons. Donc 3 boutons, ça fait une ligne, donc ça fera 3 lignes pour avoir nos 3 lignes et colonnes de notre grille. Donc là, je relance, et on obtient ce résultat. Alors là, vous vous demandez pourquoi on met un i et un j. En fait, c'est un peu des normes. Sauf que là, ça peut nous porter à confusion. Parce qu'on ne sait pas si c'est les lignes, si c'est les colonnes. Donc pour que ce soit plus simple pour tout le monde, je vais dire que la lettre i, ça va être la colonne. Donc je vais l'appeler column. Et le j, ce sera row. Le i, c'est column. Et le j, c'est les lignes. Donc là, c'est beaucoup plus clair. On répète pour chaque colonne. Donc il y a 3 colonnes. Et pour chaque colonne, on crée 3 lignes.
Donc maintenant, on va essayer de personnaliser un petit peu ces boutons parce que vous voyez qu'ils sont vraiment minuscules et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, ça va être de mettre une lettre à l'intérieur comme s'il y avait un symbole qui a été placé, par exemple une croix ou un rond. Donc je vais mettre après mon route ici, une propriété sur le bouton qui est texte, qui va lui permettre de mettre un texte tout bêtement. Donc on va mettre la croix partout pour l'instant. Et là, si je redémarre, on obtient ce résultat. Maintenant, si on veut changer la taille du texte, on va pouvoir mettre la propriété qui s'appelle fonte, comme ceci. Donc la propriété fonte, c'est un tuple, donc c'est un élément qui va permettre de mettre en premier lieu la police d'écriture, donc moi je vais partir sur du Arial, et en deuxième argument, ce sera en deuxième élément, du coup, ce sera la taille du texte. Donc si par exemple je mets 50, et ben mon texte aura une police en Arial de 50, regardez, c'est beaucoup plus gros. Si j'essaye de mettre par exemple 100, et ben le texte sera encore plus grand. Donc on commence à arriver sur quelque chose un petit peu déjà plus en adéquation avec la réalité. On va essayer de faire quelque chose parce que par défaut la grille de notre jeu elle est vide. Donc normalement on ne devrait pas avoir de texte par défaut, on doit les mettre après quand la personne clique sur une des grilles, un des boutons. Donc là je relance et regardez ce qui se passe. Par défaut ça fait ce résultat. Donc si jamais il n'y a personne qui a cliqué sur une des cases pour placer un symbole, on obtient ça et c'est pas bon. Donc on va devoir fixer à chaque bouton une certaine largeur et hauteur minimum. Donc pour ça c'est pas compliqué, on est toujours en train de rajouter des propriétés sur le bouton, et on a une propriété qui s'appelle width pour la largeur et une propriété height pour la hauteur. Donc pour éviter de mettre tout ça à la suite, je vais me rendre avant le route et sauter une ligne, et avant la parenthèse finale et sauter une ligne, tout bêtement. Ça va me permettre de pouvoir ajouter des propriétés comme ça à la suite, sans encombrer tout sur la même ligne. Donc width va me permettre de fixer une taille en largeur. Donc si par exemple je mets 5, vous allez voir que par défaut, chaque bouton fera 5 de proportion. Donc c'est une proportion par rapport à l'écran, c'est un poids. Donc si vous mettez par exemple 5 en largeur et pourquoi pas 3 en hauteur, hop, vous obtenez ce résultat. Donc là, c'est peut-être un petit peu grand. Donc on va redimensionner la taille du texte qui a un impact ici. Et on obtient ce résultat. Donc à partir de maintenant, on a fini la création de la grille. On va voir si on essaye de mettre le symbole de la croix. À partir de maintenant, normalement, on n'a plus le souci. Ça le met bien et on peut faire notre jeu correctement. Donc allons-y pour la deuxième étape, on va tenter de faire que lorsqu'on clique sur une de ces cases, ça vienne placer un symbole. Pour l'instant, on va avoir qu'un seul joueur sur notre jeu, on peut mettre que la croix. Et dès qu'on aura vu la détection de victoire, qu'on saura que ça marche bien, on rajoutera tout bêtement un deuxième joueur et ce sera assez simple. Donc pour ce faire, la première chose, ça va être déjà de se créer une fonction qui va s'appeler placeSymbol. Donc je crée les fonctions au-dessus et cette fonction elle va se déclencher lorsque je vais cliquer sur une de ces cellules finalement. Pour l'instant on va juste faire un print click pour voir si on arrive bien à cliquer dessus et que ça le détecte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent avec les personnes que j'ai sur le Discord, il y a des gens qui me demandent de l'aide pour débugger des trucs et on se rend vite compte qu'ils n'ont même pas déjà fait le test de voir si c'est relié. Si quand tu cliques déjà, ça détecte le clic. Avant de mettre le code à l'intérieur, on s'assure que la détection fonctionne. C'est très important. Et du coup, cette fonction placeSymbol, il va falloir la déclencher à un moment. Et c'est quand on clique sur ce button qui a été créé. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de rajouter un attribut commande qui va permettre d'ajouter une action au clic sur le bouton. Donc l'action, c'est placeSymbol. Comme ceci. On essaye, je relance, paf. Et là, lorsque je clique, regardez, il y a bien marqué clic dans la console. Donc ça fonctionne bien. À chaque fois que je vais cliquer, ça le détecte. Donc on a réussi cette étape, c'est nickel. Maintenant, on veut savoir exactement la position dans la grille. On veut par exemple savoir que lorsqu'on clique sur cette case, c'est la ligne 0 à la colonne 0. Lorsqu'on clique sur cette deuxième case, c'est la ligne 0 à la colonne 1, etc., etc. Avec ces positionnements, on arrivera à placer le symbole et à faire une détection de victoire. Donc comment je vais détecter la case sur laquelle je me trouve, la case sur laquelle je clique?
Eh bien, au moment où je vais déclencher Place Symbol, eh ben, je me trouve à la création du bouton. Et ce bouton, on sait qu'il a été placé à cette ligne et à cette colonne. Donc, j'ai juste à lui passer à ce Place Symbol, ligne et colonne, tout bêtement. Donc, je vais faire ici, entre parenthèses, row et ici, column. Donc, je lui donne les deux éléments, la ligne actuelle, la colonne actuelle, et je récupère ici ligne et column. On va voir si au moment où je clique, on récupère bien ces deux informations. Regardez, je lance, paf, et là, regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, j'ai pas encore cliqué, ça m'a déjà tout déclenché dans la console. En fait, ça, c'est dû au fait que lorsqu'on utilise le commande avec Tkinter, il va déclencher, parce qu'il va considérer que c'est une fonction qu'il faut déclencher au lancement. Nous, on veut la déclencher plus tard, au moment du clic, donc on va devoir utiliser le lambda. Donc lambda, ça permet de ne pas déclencher l'action tout de suite et de préparer une fonction qui va se déclencher à part, entre guillemets. On essaye de vulgariser pour les plus débutants, mais c'est l'idée. Donc là, si je relance, vous allez voir ce qui se passe. Lorsque je vais cliquer dessus, j'ai bien le texte qui s'affiche en console. Le problème, c'est que là, peu importe sur quelle case je vais cliquer, ça m'affichera 2 et 2. En fait, il va mémoriser uniquement la dernière commande. Et la dernière commande, c'est la case finale qui est en ligne 2, colonne 2. Donc on a la dernière valeur. Donc en fait, ça déclenche bien Place Symbol, mais ça lui donne que la dernière valeur. Donc c'est pour ça qu'on va devoir, avant les deux points, récupérer la ligne et la colonne actuelle, la mémoriser dans une petite variable temporaire et donner cette petite variable temporaire directement, sans attendre que ça finisse le dernier tour de boucle. Donc en gros, je vais mettre ici lambda R égale row, donc ça c'est pour la ligne, et ensuite C égale column pour les colonnes. Et au lieu de donner row et column, je vais lui donner R et C, qui sont des variables temporaires, entre guillemets. Donc là, si je relance le programme, vous allez voir ce qui se passe. Si je clique sur la première case, clic 0, 0. Si je clique sur la dernière case, 2, 2, etc., etc. Ça fonctionne parfaitement juste ici. Donc c'était une notion un peu casse-pied, surtout pour les personnes qui débutent avec Tkinter. C'est pas forcément le plus intuitif, mais une fois qu'on a compris, après ça va tout seul. Il faut juste pas oublier le lambda ici. Pour l'instant, on a créé la grille. On a détecté lorsqu'on clique sur les cases. Alors, comment faire pour placer le symbole à l'emplacement où on clique? Comment je récupère ce bouton ici alors que je l'ai créé une première fois dans la boucle et après je le sauvegarde nulle part? Et bien justement, quand on crée les boutons dans le draw grid, il va falloir les mémoriser quelque part. Donc c'est là où on va devoir se créer quelques variables un petit peu de stockage. Donc on va se créer une variable qui est une sorte de liste finalement, qui va permettre de stocker tous les composants boutons. Alors pourquoi on a besoin des composants boutons? Parce que le composant bouton va permettre d'accéder au texte qu'on va pouvoir modifier. Et sans le composant bouton, on ne peut pas le modifier, ce texte, parce qu'on en a besoin d'y avoir accès. Si on crée une liste juste ici, on va pouvoir stocker une première ligne. Par exemple, 0, 0, 0. Okay? Sauf que là, le problème, c'est qu'on a des lignes et des colonnes. Donc il faudrait peut-être faire quelque chose comme ça. Et là, on retrouverait la sauvegarde. Donc à la place du 0, ce sera le bouton qui est stocké. Donc l'idée, ce serait pas de faire comme ça, parce que là, si par exemple je lui dis récupère-moi la ligne 2 à la colonne 2, bah, il ne sait pas lequel prendre, parce que finalement, c'est une liste à une dimension. Ce qu'on va devoir faire, c'est une liste à deux dimensions. Une dimension pour les colonnes et une dimension pour les lignes. Donc quelque chose comme ça. Donc c'est une liste qui stocke des listes, tout bêtement. Voilà, donc c'est ça qu'on va devoir stocker. À la place des 0, on va stocker le composant bouton, hein, ça c'est pour l'exemple. Mais imaginons, la personne clique sur le bouton du milieu, juste ici. Dans bouton, qu'est-ce qu'on va devoir récupérer? Quel est l'emplacement de notre bouton? C'est 1 et 1. Pourquoi? Parce que du coup, on va se balader en premier sur le premier axe. Donc on va lui dire récupère-moi la ligne avec les boutons. La ligne, c'est la ligne numéro 2. Donc là, on compte à partir de 0, ça fait 0, 1, 2.
Donc je peux déjà récupérer cette deuxième ligne. Et sur cette deuxième ligne, ça me renverra une liste. Et là, je vais lui dire, récupère-moi le deuxième élément, 0, 1. Comme ceci. Donc à partir de là, vous avez compris le principe. Lorsqu'on va cliquer, on va dire, récupère-moi dans ma liste de boutons le bouton à l'emplacement 1, 1. Et il sera qu'il faut le récupérer. Et enfin, on aura juste à modifier son texte pour y avoir accès. Donc pour que ce soit plus simple à comprendre, on va créer d'abord une liste vierge comme ça. Et au moment de créer la grille, on va d'abord se créer une liste temporaire qui va s'appeler button in calls. Donc cette liste, on va la remplir avec chaque bouton qu'on va créer ici. Donc il suffit de faire button in calls .append et notre bouton, tout bêtement. Donc ça va répéter 3 fois ça, et du coup je me retrouve avec 3 listes, et ben j'ai juste à rajouter ces 3 listes dans buttons. Donc je me le mets après cette grande boucle, et à chaque fois que j'ai complété chaque ligne, ben je vais prendre ma ligne et lui dire tu te ranges dans buttons. Donc buttons.append, et je mets ici buttons in calls, comme ceci. Donc là, le code qu'on a fait juste avant en dur ici pour vous montrer, et ben là, ça le fera dynamiquement. Pour ceux qui ont un peu de mal avec ça, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur la notion de liste et également la notion de boucle. C'est deux choses qui sont importantes que vous devez maîtriser pour comprendre ça. Donc à partir de là, ça va être super simple. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on a stocké les boutons à la création et qu'on connaît sur quel bouton on a cliqué, il suffit simplement de le récupérer avec sa position. Donc là, je vais récupérer un clicked button. Et ce sera égal à buttons. Et là, je vais lui dire récupère-moi à telle colonne le bouton qui est placé à telle ligne. Et je vais faire un clickedButton.config texte pour venir modifier le texte de ce bouton, de ce composant qu'on a récupéré par une croix. On va tester dans ce cas-là pour voir si ça marche. Et là, si je clique sur une case, ça fonctionne. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? C'est la détection de victoire. Ça, c'est très important. C'est l'étape la plus compliquée de cette vidéo, mais elle est très importante dans le sens où on va devoir, au moment d'un clic, venir détecter si le symbole actuel a gagné ou pas. Donc là, quand je clique là, c'est pas gagné encore. Si je clique là, c'est pas gagné. Si je clique là, c'est gagné, puisqu'on a 3 symboles qui sont mis de manière horizontale. Donc il va falloir détecter les différents chemins de victoire dans ces cas précis. Du coup, on va se faire une méthode qui va s'appeler checkWin. Une fonction qui va permettre de détecter si le joueur courant a gagné. Donc c'est là que ça devient un peu technique. On va commencer par faire la détection la plus simple. C'est celle où c'est sur la même ligne, donc la victoire horizontale. Donc on va déjà détecter la victoire horizontale. On va devoir déjà récupérer au moment du check-win quelle est la case sur laquelle on a cliqué. Donc ça, on va le récupérer ici avec un clicked row et un clicked call. Donc j'ai besoin d'avoir ces informations. Si par exemple la personne clique sur cette case au milieu, on sait que c'est à la ligne 1. D'accord? Mais on sait aussi que c'est à la colonne 1. Donc pour détecter en horizontal, on n'a pas besoin de savoir sur quelle colonne c'est, parce qu'on a besoin de vérifier toute la colonne entière. Par contre, on a besoin de savoir sur quelle ligne on va devoir analyser. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est se créer une boucle qui va s'appeler i, qui va parcourir les 3 colonnes. Et pour chaque colonne, ça va vérifier si le symbole, c'est une croix. À chaque fois que c'est une croix, on va rajouter un petit compteur. Et si on a 3 dans notre compteur, ça veut dire que la personne a gagné horizontalement. Donc déjà, on va s'assurer que ça fonctionne. Donc on va tenter de récupérer ou current button. Ce sera égal à buttons. Et là, je vais lui dire récupère-moi l'élément à la colonne i et à la ligne qui est la ligne sur laquelle on a cliqué. Clicked row. Donc là, si on fait ce test, ça va permettre de parcourir toute cette ligne entière pour chaque colonne. On va essayer de mettre un texte d'exemple. Donc je vais faire un config
et je vais mettre un texte en mettant check pour voir si ça s'écrit bien dans la case. Du coup, il y aura les 3 cases qui vont être mises en surbrillance et on va déclencher check win ici en lui donnant la ligne et la colonne. Là, ça devrait marcher. Je relance et si je clique, regardez, ça a détecté sur toute la ligne horizontalement mes composants. Donc on a bien le check ici. Si je relance et que j'essaye de placer un bouton sur la première ligne, regardez ce qui se passe, ça va détecter sur toute la ligne. Ok ? Donc je voulais vous montrer ça visuellement pour que vous puissiez comprendre cette idée-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il faut détecter s'il y a un symbole dessus. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va venir vérifier si current button text, donc quel est le texte sur ce bouton. Et si c'est égal à une croix, dans ces cas-là, on va rajouter un compteur. À chaque fois qu'il y a une croix, on va faire plus 1. Donc au début, il va falloir commencer ce compteur à 0. Dès qu'il y a une croix, on rajoute plus 1. Et du coup, après toute cette boucle, si le compteur est égal à 3, dans ces cas-là, c'est gagné horizontalement. Voilà, ça va fonctionner comme ça. Donc le code n'est pas très propre, mais l'idée c'est de faire un truc pour les débutants, d'accord ? Pour que vous puissiez comprendre l'idée. On essaye, je clique ici, je clique là. Donc là, ça m'affiche bêtement clic 1, etc. Et là, quand je vais faire une ligne complète, paf, gagner horizontalement. Donc là, c'était facile parce que c'était détecter la victoire horizontale. Maintenant, il va falloir faire les autres victoires. Par exemple, lorsqu'on gagne verticalement. Le principe est à peu près le même. Donc on va pouvoir copier ce code ici et le mettre en dessous. Alors attention, quand vous collez, il faut bien que ce soit indenté comme ça, parce que si vous mettez ça à l'intérieur du if, bah, ça ne marchera pas. Ok, donc vérifiez bien l'indentation. Donc là, on va détecter la victoire verticale. Et ce qu'on va devoir changer, c'est simplement ceci. On va toujours parcourir 3 fois, sauf que là, on ne va plus parcourir par rapport à la ligne, mais on va parcourir à la colonne cliquée. Donc cliquer de colle et on va mettre notre i ici puisque là on va parcourir 3 fois pour la ligne 0, la ligne 1 et la ligne 2. Donc là je vais plus mettre gagner horizontalement mais gagner verticalement. J'essaye, je relance, paf. Donc on va essayer déjà la détection de victoire horizontale, gagner horizontalement, et si je me mets en vertical, ça me met bien gagner verticalement. Donc ça fonctionne bien, ça n'arrête pas le jeu pour l'instant, c'est juste que ça l'a détecté. Donc c'est nickel. Donc allons-y pour la 3e détection. On va tenter de détecter lorsqu'on place nos symboles dans la diagonale. Alors là, c'est vraiment pas compliqué en fait. Pourquoi ? Parce que la diagonale, il n'y a qu'une seule diagonale dans tout le jeu. C'est en 0, 0, 1, 1, 2, 2. Tout bêtement. Donc vous avez juste à copier ce code. Paf. On indente correctement. Là, on va détecter la victoire en diagonale. Et là, on ne va pas avoir besoin de récupérer la colonne cliquée, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul cas. C'est le cas où c'est 0, 0, 1, 1 ou 2, 2. Donc, on peut mettre i de i. Pourquoi ? Parce que là, on va répéter range 3. Donc, ça va faire 0, 1 et 2. Du coup, on a juste à mettre ce i à 2 exemplaires et on va récupérer le bouton en 0, 0, le bouton en 1, 1 et le bouton en 2, 2. Tout bêtement. Donc là, c'est quand on gagne en diagonale. Gagner diagonalement. On essaye, je relance. Je vais placer en diagonale et là, ça m'est gagné diagonalement. Vous allez pouvoir dupliquer à nouveau ça. Et là, ça change un petit peu. Alors, il faut bien indenter pour pas avoir de soucis. Hein. Hop, je vais vraiment indenter correctement ici. Voilà. Donc la diagonale dans l'autre sens, j'appelle ça la diagonale inversée. Ça peut être la diagonale au droit bas gauche, hein, si vous voulez. L'idée, c'est que lorsqu'on a une diagonale comme ça, on puisse gagner également. Donc pour faire ça, en fait, c'est un peu différent que la diagonale normale. La diagonale normale, c'était 0, 0, 1, 1, 2, 2. Et bien là, du coup, ça va être 0, 2, 1, 1 et 2, 0. Donc ça, on peut le faire aussi avec une boucle. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est simplement partir de 0, comme on l'a fait.
Par contre, ce qui va changer ici, c'est au niveau de la case. Donc normalement, si on veut avoir ce compteur qui commence à 2 au lieu de commencer à 0, eh ben on va pouvoir faire 2 moins. Si vous faites 2 moins, comme le i commencera à 0, bah ça va faire 2 moins 0. 2 moins 0, c'est égal à 2. Le deuxième tour, on est au tour 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et ensuite, 0, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, juste en changeant, en rajoutant un 2 moins, vous arrivez à ce cas-là. La deuxième, du coup, la colonne, juste ici, eh ben, ce sera 0, 1, 2, puisque de toute façon, on est dans le bon tour de boucle. Donc là, gagner diagonalement inversé. Donc, on va essayer toutes nos directions. Si je mets ça, gagner horizontalement. Si je mets en vertical, gagner verticalement. En diagonale, gagner diagonalement. Et enfin, en diagonale inversée, gagner diagonalement inversé. Donc ça fonctionne parfaitement. Vous avez réussi cette détection de victoire. Donc vous voyez que le code est vraiment pas beau, mais pour quelqu'un qui débute, il peut comprendre un peu la logique derrière. On va maintenant faire le changement de tour. Mais avant de faire le changement de tour, il y a un petit souci. C'est que, par défaut, si jamais on place un symbole à un endroit, s'il y a déjà un placement à cet endroit, eh ben on va pouvoir l'écraser. Donc il va falloir aussi prendre en compte ce cas. Alors, comment on fait pour changer de joueur? Il va falloir le stocker quelque part, cette information. Donc là, j'ai fait mes petits trucs de stockage. Il va me falloir exactement un compteur. Donc soit je mets un compteur qui s'appelle current player, c'est égal à soit 0, soit 1. Soit je peux mettre ici le current player en mettant directement un symbole. Donc je vais dire que par défaut, le symbole, c'est la croix. Et par défaut, il me faudra une petite fonction qui permet de changer de joueur. Donc je vais faire une fonction qui va s'appeler switch player, comme ceci. Et on va vérifier que si le joueur actuel, c'est la croix, dans ces cas-là, le nouveau joueur devient le rond. Sinon, si ce n'est pas la croix, ça veut dire que c'est le rond. Donc le nouveau joueur sera la croix. Comme ceci. Alors là, le problème, c'est qu'il ne trouve pas current player et j'ai pas le droit de le modifier. Donc on va devoir mettre un global current player pour y avoir accès. Parfait. Donc ce switch player, on va l'appeler après le check win, juste ici. Ça ne s'arrête pas là, parce que en plus de changer le joueur, il va falloir le changer partout. À chaque fois qu'on a mis le X en dur, on va devoir mettre à la place current player, tout bêtement. Donc ici, au moment du check win, je vais plus vérifier seulement si c'est une croix qui a été placée, mais selon le joueur qui est en train de jouer, je vais mettre son fameux symbole, current player. Donc là, current player, current player, current player, current player. Également, au moment du plaçage de symbole, je vais mettre ici le current player. Nickel. Et voilà, on va pouvoir tester ça. Tac. Donc je vais maintenant placer un symbole, j'ai la croix, on passe au deuxième joueur, c'est le rond, et ainsi de suite. Et là, par exemple, il y a eu une victoire. Si le joueur continue à jouer, il y aura une autre victoire, etc. etc. Donc là, le problème qu'on a, c'est que déjà, le jeu ne s'arrête pas vraiment. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on peut venir écraser la case par-dessus. Il faut que je m'assure absolument qu'au moment où on clique, ça n'écrase pas un joueur existant. Donc je vais tenter de faire un click button en print avec sa propriété de texte pour voir si ça me renvoie quelque chose, parce que ça n'a pas l'air. Condition inverse. On vient de le tester à l'instant. Ok. Ok, c'est ça. C'était la condition inverse. Donc là, comme ça, je vais pouvoir placer. Et là, quand on va placer le rond, on va avoir gagné diagonalement. Donc ça fonctionne parfaitement. Nickel. On va déjà afficher juste le gagnant, le vrai gagnant. Donc pour ça, je vais mettre un petit message qui va s'appeler print winner. Qui va mettre le joueur current player a gagné le jeu. Voilà. Donc ça va m'éviter de faire ça ici. Donc je vais pouvoir faire mon print winner ici. Paf. Pour ceux qui arrivent, c'est un tuto qui s'adresse aux débutants. Donc on n'essaie pas forcément d'optimiser ça parce que déjà c'est assez compliqué à comprendre à première vue. Donc on fait vraiment au plus simple. Donc je vais essayer déjà d'afficher le gagnant.
Tac, 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 tac. Voilà, le joueur X a gagné le jeu. Là, si je mets 0, le joueur 0 a gagné le jeu, donc ça fonctionne bien. Super. Je voulais me montrer screen parce que du coup, ça va nous permettre de comprendre comment on fait pour détecter quand il y a match nul. Quand il y a match nul, ça veut dire que nos 4 conditions de win, horizontale, verticale, diagonale, diagonale inversée, n'ont pas été vaincues. D'accord? Ça veut dire que on est en train d'arriver dans un cas où tout a été rempli, d'accord? Mais il y a encore des symboles vides. On va se faire un check nul. Donc là, le but, c'est de vérifier s'il y a eu match nul ou pas. Ensuite, dans le stockage, on va se faire une variable win qui commence à false. Donc ça, c'est bon. À chaque fois qu'on a la détection de victoire, on va mettre win égale à true. Ok. Donc si win is false, dans ces cas-là, on peut le passer sur true. Sinon, ça ne sert à rien de rebasculer ça sur vrai. Après ces détections de win, on vérifie du coup si win is false pour du coup tenter de détecter le match nul. Du coup, ce serait ça l'idée. Hein. Ok. Alors, essayons. On va faire count égale 0. Pour chaque colonne de notre grille, on va parcourir chaque ligne. Chaque ligne, ça nous permet de récupérer le bouton actuel à l'emplacement call row. Et si current button de texte, si le texte de ce bouton est égal à une croix ou à un rond, dans ces cas-là, on rajoute 1 au compteur. Et on affiche count pour voir ce que ça donne. Alors, le rond, la croix, le rond, la croix, le rond. Ensuite, on a la croix, puis le rond et la croix. Ok. Donc là, regardez, j'ai bien le cas où c'est 9. Donc normalement, si maintenant je fais if count égale à 9, je vais pouvoir print match nul. Juste ici. Hop, essayons. Match nul. Nickel, on a réussi. Donc bien évidemment, là pour les personnes qui regardent la vidéo ou la rediff, n'hésitez pas à prendre ce code, à essayer de le refaire, peut-être avec une autre forme, et pourquoi pas essayer de l'optimiser, le refactoriser, le simplifier, pour arriver à quelque chose peut-être de plus simple, de plus élaboré. Vous pouvez rajouter aussi d'autres options pour mettre quel est le tour actuel du joueur, ou peut-être faire un système de points, de manches, etc. On se retrouve pour la rediffusion. Là, vous pouvez regarder la rediff juste après, hein, elle sera disponible. Et on fera un replay complet pour YouTube. Allez, à plus tard. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.